Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Bonjour les amis, bon dimanche. Aujourd'hui, on fait un marché fromager. Une fois n'est pas coutume. Nous, on met du fromage partout. C'est vrai, les produits laitiers, personnellement, représentent pratiquement 50% de mon alimentation. Je sais, c'est pas idéal d'un point de vue santé, mais écoutez, je ne m'en porte pas plus mal. Surtout qu'il y a en France les boissons qui vont avec les fromages, le pain qui va avec le fromage. Enfin, tout va avec le fromage. Et on fête ce week-end en fait le festival des AOP laitières, les AOP, les appellations d'origine protégée, qui sont l'émanation européenne de l'AOC, de l'ancienne AOC, et j'ai pour en parler avec moi des spécialistes. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Ah voilà, ça a du mal au démarrage ce matin. Eh bien, j'ai avec moi Hubert Dubien. Bonjour Hubert. Bonjour. Hubert, vous êtes le président du CNAOL et producteur de fromage également. Producteur de lait pour la fourme de Montbrison. La fourme de Montbrison, cette fourme qui est jaune, qui est incroyable d'ailleurs. Son lait est bien riche, son lait des vaches auvergnates est bien riche et on va en parler, mais pas seulement, parce que le plateau est large. Et puis j'ai mon confrère et ami Perico Légas qui sévit généralement sur l'antenne sur d'autres sujets que le fromage, mais toi tu as quand même cet ADN fromager. Tu t'es longtemps battu pour les fromages au lait cru et fromage d'appellation. Nous mettons, toi et moi, souvent les pieds dans le plat. Ou sur le plateau. Ou sur le plateau, effectivement. Donc, Perico, merci d'être là avec nous aujourd'hui parce que la sauvegarde des fromages au lait cru, c'est ce qui paraît en filigrane derrière ce festival des AOP, Hubert Dubien. Oui, alors le festival des AOP, il est déjà tout d'abord pour mettre en avant cette richesse gastronomique. Mais oui, on traite effectivement un autre sujet autour de la pérennisation des fromages au lait cru. Pérennisation. Oui, effectivement, je pense qu'on en est là aujourd'hui. Pourquoi ils sont en danger, nos fromages au lait cru ? Oui, très clairement. On s'inquiète énormément de par le fait que, en lien avec notamment l'évolution du climat, on voit qu'on est confronté à des problématiques bactériologiques qui sont importantes et qu'on a du mal à les gérer. Et ça fait l'objet d'une demande forte de cette profession-là, qu'on ait un plan de sauvegarde porté par notre ministère de l'Agriculture et le ministère de la Santé pour avancer sur le sujet. Et le ministère de la Santé, parce que évidemment tout ça est affaire d'épidémie, de bactériologie. Dès qu'on parle de biologie et notamment en alimentation, de toute façon, plus il fait chaud, plus c'est humide et plus c'est à risque, Hubert. Oui, c'est un petit peu ça. Et puis en fait on a du mal à comprendre aussi comment évolue tout ça avec ces nouvelles météos quelque part. Donc il faut le prendre en compte. Nous, notre priorité, c'est quand même de mettre à la disposition du consommateur des produits qui soient sains. Ça, c'est la priorité des priorités. Sauf que pour ça, ça impose énormément d'analyses avec lesquelles on constate qu'on doit détruire des produits. Et de plus en plus. Et donc il faut de la recherche autour de tout ça pour que demain on puisse garder une stabilité économique dans ces productions aussi. Perico, c'est drôle parce que c'est une rengaine qu'on entend depuis bien longtemps, la sauvegarde des fromages au lait cru. On en parle aujourd'hui, mais ça fait 20 ans que ça dure. Oui, parce que le succès du fromage est tel que le lobby agroalimentaire s'en est emparé, ce qui est normal, et heureusement, parce que c'est pour ça qu'on a des fromages de toutes formes à tout prix. Sauf que pour assurer les profits, ils ont voulu imposer des normes de production qui sont contradictoires avec la protection des origines de nos fromages de terroir, des fromages fermiers. Le lait cru est l'aliment le plus sain de cette planète. La preuve, c'est que l'être humain, c'est sa première tétée, ce qui sort du téton de sa maman, c'est du lait cru. Et si le lait cru était nocif, ce n'est pas des obus qui auraient tué les hommes pendant la guerre de 14, mais le lait cru. Or justement, le lait cru est un médicament, et il est avéré par des médecins les plus compétents que le lait cru est un médicament, sauf si on l'abîme. Mais si on l'abîme pas, c'est un produit qui contient des anticorps naturels. Et je rappelle juste que les derniers accidents mortels ont été dus par des fromages thermisés ou pasteurisés et non pas des fromages au lait cru. Oui, parce que pour faire simple, Hubert Dubien, si on parle fabrication de fromage, évidemment le lait cru c'est un milieu microbien très riche, autant en bactéries positives que nocives. Mais les bactéries positives occupent le terrain des bactéries nocives. C'est exactement ce que vient d'évoquer Perico. C'est ça. Et qu'à partir du moment où ce milieu il est déstabilisé, en fait c'est un environnement où il y a plein de choses
à partir du moment où on le déstabilise, on sait très clairement que toute la bactérionégative aura plus facilement de la place pour se développer. Et donc, c'est pas du tout ce qu'on recherche. Étant entendu qu'au bout d'un certain temps, les anticorps naturels positifs vont évacuer les bactéries pathogènes, le lait cru gagne toujours. Oui. D'où la législation américaine. Pas d'importation de fromage à moins de 60 jours d'affinage, parce qu'on sait qu'à 60 jours d'affinage, la guerre a été gagnée par les bactéries saines, les anticorps, alors qu'avant, il peut y avoir un risque. Ce qui est clair, c'est que lorsqu'on pasteurise un fromage, enfin un lait, qu'on le thermise, on va rendre le milieu neutre. Hein, on repart tue tout de le monde. zéro. On tue tout le monde. C'est comme les antibiotiques. On tue les policiers et les voleurs. Voilà, c'est ça. C'est comme les antibiotiques. Voilà. Sauf que la plupart des contaminations, elles sont le fait de l'homme, de la fabrication, du transport, la conservation, des mains dans le pot de lait, et non pas du pied de la vache et du lait lui-même. Alors, je l'aborderai pas tout à fait comme ça. Déjà, avec la thermisation, on détruit pas tout non plus, mais on en détruit une partie, ça c'est sûr. Et quand je parlais tout à l'heure quand on crée de l'instabilité, c'est aussi ça. On se rend compte quand même qu'avec l'évolution du climat, dans les aires paillées, notamment en caprin, dans l'élevage, on voit des aires paillées qui sont peut-être plus humides parce qu'une chèvre, elle va boire beaucoup plus. Oui. Et que cette humidité liée à la chaleur, par exemple, on va observer que la bactério à l'intérieur de l'aire paillée, elle bouge. Et que c'est pas forcément l'idéal, quoi. Donc, ça va imposer très certainement une remise en question de nos systèmes de production si on veut continuer, de travailler les laits crus, que ce soit à la ferme, que ce soit dans nos outils de transformation. Est-ce qu'on peut faire le point simplement, pour ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas évidemment des techniciens de la filière lait, entre thermisation, pasteurisation, c'est quelle température, qu'est-ce que ça tue, qu'est-ce que ça laisse comme milieu? Alors la thermisation, on est au-dessus de 50 degrés, 52 je crois exactement. Je suis pas un transformateur. Oui. Et la pasteurisation, c'est 72. Ce qui est clair, c'est que par exemple, alors et on en parlera tout à l'heure en fin d'émission parce qu'on va parler beaucoup de pâte cuite. Quand on parle de fromage à pâte cuite, c'est comme une thermisation en fait. On laisse malgré le fait que l'on porte le lait à une certaine température autour de 60 degrés. 55. On va laisser donc des germes agir, qui vont agir aussi sur le goût du fromage. Un comté par exemple, Perico. Oui, mais la flore est déjà dans le lait. On a effectivement thermisé. Alors la thermisation précise, c'est 63 degrés. Hypocrisie, j'allais dire, administrative, puisque tant que c'est pas 72, le thermisé n'existe pas légalement. 37, c'est le lait cru, et le stade d'après, la pasteurisation, c'est 72 pendant un certain temps. Entre les donc deux, on a joué entre les deux, c'est le no man's land. Voilà, et 63 degrés, effectivement, c'est pas 72, donc c'est pas pasteurisé, c'est thermisé. Les dégâts sont énormes. Alors les pâtes cuites, que nous aimons tant, et nous en avons en Suisse de sublime, et en France aussi, Beaufort et Comté, la flore est quand même contenue, et ensuite vous avez le temps d'affinage qui fait que tout ça va remonter à la surface et va donner son goût. Mais c'est vrai qu'à 55 degrés, une partie de la flore naturelle a été éliminée, mais peu importe, puisque le goût du fromage se développe longtemps pendant l'affimage, puisqu'il faut 18, 24, 36 mois. Effectivement, dans les pâtes pressées cuites, on a travaillé un lait cru. Oui, et au départ, à l'origine. Bien sûr. Mais en plus, il y a quelque chose dont on parle pas. On parle de lait cru ou de lait thermisé. Mais il faut parler de la fermentation. La fermentation est une protection naturelle également du fromage. Un lait est beaucoup plus instable qu'un fromage qui en est issu, Hubert. Oui, effectivement. Le lait n'est pas une denrée qui va se conserver très longtemps, en fait. D'ailleurs, pourquoi, notamment en lait cru, on transforme le plus vite possible après la traite. Voilà, c'est pas une denrée qui est stable, le lait. Le fromage, elle est vivante et il faut la travailler rapidement. Par principe, le fromage est uniquement le moyen de conserver le lait. Oui. Et selon l'endroit où vous vous trouvez géographiquement, soit on a une pâte molle à croûte fleurie, c'est qu'on n'a pas besoin de le conserver longtemps. Et si on est en montagne et on a 6 mois d'enneigement, on peut pas bouger, on fait une pâte cuite parce que c'est la pâte qui permet de tenir longtemps. Mais au but, c'est d'avoir du lait
ou du beurre ou de la Tout crème. l'hiver. Tout l'hiver, c'est du lait et on le fait fermenter de façon à le conserver. Et alors, le particularisme breton, par exemple, c'est qu'il y avait tellement de sel en bord de mer qu'on n'avait pas besoin de faire du fromage, on faisait du beurre salé. Voilà. Qui se conservait de la même façon par le sel. C'est la géographie, la géoclimatologie qui dicte la doctrine alimentaire aux populations indigènes. Hubert Dubien, ce combat, vous dites avec l'aide des pouvoirs publics, c'est-à-dire le ministère de l'Agriculture et le ministère de la Santé, quel est leur input ? Quelle est leur action dans ce projet ? Alors, peut-être faire le point où est-ce qu'on en est aujourd'hui, hein. On a pris attache auprès de la ministre de l'Agriculture et la ministre de la Santé. On les a contactés par courrier pour leur dire, voilà, on a un problème. Qu'est-ce que le lait cru pour vous ? Qu'est-ce que ces fromages au lait cru sont pour vous ? Et est-ce que vous acceptez de nous aider à piloter un plan de sauvegarde sur le lait cru? Est-ce que c'est un marqueur fort de la culture des Français à table, le fromage au lait cru? Parce que grosso modo, il n'y a que les Italiens et les Français qui font vraiment des fromages au lait cru. Complètement. On sait, d'après les dernières enquêtes qu'on a pu mener, que le consommateur français, il reconnaît ces produits-là comme étant des produits d'exception et ils y tiennent. On le voit par la consommation. La consommation, elle ne baisse pas en fait. Pourtant, déjà, des fromages d'AOP, des fromages d'appellation, sont déjà passés au lait pasteurisé. Alors certains, oui. Alors c'est pas. Parlons des poisses, par exemple. Bah oui, enfin moi en forme de Montbrison. Alors, si je peux me permettre, c'est que dans le cahier des charges des 48 AOP, comme à l'époque il n'y avait que du lait cru, et Monsieur Dubien va me confirmer, on a oublié de préciser que c'était au lait cru. Alors aujourd'hui, on réécrit les cahiers des charges les uns après les autres en imposant le lait cru, mais vous avez des appellations où les producteurs se disent, moi j'ai besoin de garder cette marge de sécurité de l'utilisation du lait thermisé, je ne veux pas revenir sur le cahier des charges. Mais au départ, tout étant au lait cru, il n'y avait pas besoin de préciser, comme la race de la vache. Le camembert était avec de la vache normande, on n'avait pas besoin de préciser la race. Aujourd'hui, il faut tout préciser. Restez avec nous, mes amis, on va se quitter 2 minutes, on se retrouve tout de suite après ça. On met les pieds dans le plat ce matin à propos des fromages au lait gras, enfin plutôt dans la jatte de lait. À tout de suite. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Un sacré plateau de fromage, mes amis, ce matin, puisque nous sommes en studio avec Hubert Dubien qui vient nous parler de ce festival des AOP laitières qui se tient à Paris dans le 19e. Encore aujourd'hui, ça dure depuis 2 jours déjà. Et encore aujourd'hui, jusqu'à ce soir, vous pourrez aller goûter des fromages des producteurs, des appellations d'origine laitière. Alors, je pense qu'il y a un beau plateau de fromage représenté. Avec nous également Perico Légas, mon camarade de l'antenne de Sud Radio et surtout spécialiste des fromages au lait cru. Ça fait 20 ans qu'il en parle, qu'il crie dans le désert et pour se faire 40 entendre. 40 ans. Allons, disons-le net. Et puis nous a rejoint Stéphane Méjanès, qui est journaliste et auteur de livres, parce que dans ce qui suivra tout à l'heure, à la moitié de l'émission, on passera les Alpes, ou le Jura, ça dépend de quel côté on arrive, pour aller en Suisse, puisque Stéphane, vous venez de publier un livre sur les fromages de Suisse. Absolument, merci Vincent. Bonjour Perico. Mais du coup, vous avez votre voix au chapitre aussi sur les produits laitiers, parce que on peut dire que largement on partage quand même une culture du beau fromage entre la Suisse et la France, en tout cas pour ce qui est des pâtes dures. Ils sont pas très forts pour les croûtes fleuries et les pâtes molles. Mais ils sont, je crois, un peu plus forts pour défendre leur lait cru. Oui, c'est que leur géographie leur permet pas. Oui, ils font les fromages du terroir au sens strict du terme. Alors Hubert Dubien, je le disais, donc encore aujourd'hui l'AOP Festival. Ce qui sous-tend cette AOP, c'est un peu le cri d'alarme des appellations d'origine laitière sur le lait cru. C'était l'objet du début de notre émission tout à l'heure. On en parlait pour dire que le chef-d'œuvre est en péril, en quelque sorte, mais ça fait un bout de temps. Et vous dites là maintenant, on s'en occupe vraiment. On a alerté les pouvoirs publics qui ont peut-être d'autres chats à fouetter en ce moment que de s'occuper des origines laitières. Mais quelles sont les actions concrètement qui vont être menées? Est-ce que par exemple le dépôt auprès de l'UNESCO, au patrimoine immatériel de l'UNESCO, du fromage au lait cru français est une piste? Alors oui, effectivement, parce qu'on pense aussi que c'est quelque chose de patrimonial, ce lait cru, et que la sauvegarde peut aussi passer par là. Donc ça fait l'objet de travaux actuellement qui sont menés de manière à reconnaître, d'enregistrer éventuellement ce savoir-faire au patrimoine culturel et immatériel de l'UNESCO. Je crois que
C'est un axe qui est important. Et tout à l'heure, j'ai évoqué le ministère de l'Agriculture et de la Santé, mais on ne va pas s'interdire de consulter aussi le ministère de la Culture en ce sens-là. Perico, est-ce qu'on est trop prudent? Est-ce qu'on est ceinture et bretelles, comme toujours, sur les affaires sanitaires et de sécurité alimentaire pour ce qui est du fromage au lait cru? Oui, le principe de précaution, qui est une nécessité, quelque part une conquête du consommateur, est appliqué aujourd'hui de façon assez dogmatique dans l'agriculture. Abattage d'un troupeau alors qu'il n'y a qu'un seul animal de contaminé, que ce soit des canards, alors qu'on sait qu'il n'y a pas de transmission à l'homme et que le produit est consommable. Et la dermatose, et la dermatose. Donc tragédie à une période où justement où les accidents sanitaires sont nombreux. Le principe de précaution doit être revisité et doit être assoupli. Moi, je ne consomme un yaourt qu'à partir de sa date de péremption. Oui, voilà. Quand il a du goût. Quand il commence à avoir du goût, puisqu'un produit laitier, par définition, s'il varie mal, il vous le dit tout de suite. Au pire, il est un petit peu fromager, c'est-à-dire même une crème fraîche oubliée, elle devient un peu fromagère. Mais le produit laitier, par définition, ne peut pas être toxique, à moins d'avoir subi une manipulation hasardeuse. C'est ça. Voilà, c'est le produit naturel le plus protégé de façon naturelle. Donc il n'y a pas de mauvais fromage. Ça me fait rire ce que tu dis. Il y a sur des faux fromages. Voilà. Parce que j'étais un jour avec quelqu'un que tu connais qui s'appelle Jean-Louis Schreiber chez Alain Dubois fromager. Il lui dit, est-ce que vous êtes sûr qu'il restait 2 jours de date de péremption sur un yaourt Maritza? Je vais donner la date. Et Alain Dubois lui dit, et Jean-Louis est ton oncle, lui dit, vous pouvez le garder 1 an. Alors là, Jean-Louis Schreiber frôle le malaise, et j'ai dit, monsieur, je vous assure que moi, mes fromages, mes yaourts, je les mange au bout de 5-6 mois. Il m'a regardé comme si j'arrivais de la planète Mars. Il est reparti avec son yaourt, je ne sais pas ce qu'il en a fait. Voilà. C'est bien pour ceux qui nous écoutent, ça vous dédouane un peu. Moi, c'est comme je dis souvent à mes filles, un fromage ou un produit laitier ne pourrit pas, il s'affine. Mais c'était du médicament. Voilà. Et le camembert a été reconnu comme médicament par les anciens combattants de 14. Ils considéraient qu'en 14, ils avaient eu la vie sauve dans les tranchées, c'est parce qu'ils mangeaient du camembert. Alors à l'époque, était totalement au lait cru. Un lait cru qui n'existe plus aujourd'hui. Stéphane Méjanès, on entendait dire que les Suisses se défendaient mieux que nous sur leur lait cru. Oui, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais je voudrais quand même rebondir sur ce qu'a dit Perico, auquel j'abonde. Évidemment que c'est l'agro-industrie qui nous a fait peur avec le lait cru et qui a imposé ces normes qui l'arrangent bien. Alors que, je voudrais juste citer, parce que les gens ont souvent besoin de preuves, de tangibles, j'espère qu'ils croient encore à la science aujourd'hui. Ce dont on peut en douter, certaines fois, mais il y a une grande cohorte qui s'appelait Pâture, une cohorte européenne qui a duré 15 ans, alors qui n'était pas seulement sur le lait cru, mais sur la vie à la ferme. C'était passionnant. Du fermenté. Du fermenté, qui a démontré vraiment d'une manière tout à fait probante que la consommation notamment du lait cru, des produits laitiers de la ferme en général, avait un impact très très positif sur les allergies, notamment, l'absence de survenue d'allergies, sur le microbiote. C'est approuvé. Il y a même une nouvelle cohorte qui est lancée là, qui s'appelle Philomène en France, qui va aussi, je pense, creuser tout ça. Avec 100 000, on attend 100 000 personnes dans cette cohorte. Donc, il faut arrêter d'avoir peur du lait cru. Il faut évidemment le principe de précaution. Il faut prendre des tas d'assurances et les producteurs font tout ce travail avec les difficultés d'aujourd'hui, notamment nées du dérèglement climatique. Mais il faut arrêter de faire peur avec le lait cru, comme on vient de le dire. Et j'en rajoute une couche. C'est très bon le lait cru. Hubert Dubien, vous qui êtes le président du CNAOL, qui est vraiment le Comité national des appellations d'origine laitière, vous êtes impacté par cette nouvelle mode, parce que on en parle énormément des rayons sans. Le sans gluten, le sans ceci, le sans cela, et le sans lactose. Est-ce que c'est un souci pour vous? Est-ce que ça vous impacte au niveau des ventes? Sur les fromages, non. Honnêtement, pour l'instant, on ne sent pas de... Je rappelle que le lactose, c'est un sucre, comme tous les suffixes ose. Et dans les fromages, notamment, de par le travail qui est fait par les bactéries, le lactose, il est consommé. Voilà. Bah oui. D'ailleurs, c'est grâce à lui que le fromage existe. C'est parce qu'il est consommé par les... Dans le fromage, le lactose, il disparaît. La fermentation, il faut manger du sucre pour transformer en alcool et en gaz carbonique, quel que soit le procédé. Ça. Donc, le sujet lactose, pour l'instant, non. Sur les fromages, on n'est pas impacté. Il n'y en a plus dans les pâtes dures. C'est ça. C'est fini. On peut dire que, alors, le lactose, moi je veux pas en faire non plus des heures là-dessus, mais on peut dire que globalement, oui, c'est vrai que le lactose est bien digéré par les petits, les nourrissons, puisque ils se nourrissent de lait. Ensuite, 50% de la population perd cette propension à digérer le lactose proprement, mais il n'existe pas dans le fromage. Donc quand on parle de régime sans lactose, c'est pas sans produits laitiers, c'est sans lait frais en quelque sorte. C'est pas sans fromage.
Pas sans fromage, en tout cas, et pas sans beurre, et pas sans crème, hein, bon sang. Alors, on a avec nous un de ces monuments historiques, c'est Sébastien Ramat qui est au téléphone de sa belle Auvergne, producteur de Saint-Nectaire fermier et défenseur du lait cru, bien évidemment, j'ai envie de dire. Président de l'ODG Saint-Nectaire. Oui, un des plus beaux fromages de notre plateau de fromage. Bonjour Sébastien. Bonjour Vincent. Vous entendez tout ce qui se dit et vous dites, au fond, je suis pas tout seul au fond de ma campagne, on s'occupe de moi, les pouvoirs publics vont me sauver. Enfin, sauver mes fromages. Eh ben, j'espère que les pouvoirs publics vont nous sauver. On leur a posé la question, en tout cas, pour l'instant. Mais je sais qu'on a plein d'amoureux déjà sur le plateau du lait cru et on compte sur toutes ces personnes-là pour nous aider à passer ce cap et surtout... on va dire à nos représentants politiques, nous dire qu'est-ce qu'ils veulent, c'est est-ce qu'ils veulent toujours le maintien du lait cru ou alors on arrête. Mais il faut qu'ils nous le disent clairement, c'est pas moi le professionnel qui va dire on arrête quoi. Vous êtes un bon exemple parce que le Saint-Nectaire a subi plusieurs crises. C'est un fromage qui est pas simple. On a supprimé les planches en bois pour l'affinage il y a un bout de temps. Et donc toute cette microflore, cette microbactériologie, elle a déjà changé. On mange pas aujourd'hui le Saint-Nectaire qu'on mangeait il y a 50 ans. Non, de toute façon, on a les bactéries qui sont dans notre lait évoluent avec le temps. On affine toujours sur du bois. Moi, par exemple, on affine encore sur du bois et de la paille. Ouais. Voilà. Donc, avec du poil de chat sur votre fromage. Exactement. Mais c'est soumis à dérogation, c'est-à-dire que demain, on peut nous l'interdire du jour au lendemain. C'est-à-dire que c'est encore toléré. Le chat, c'est le nom du ferment, rassurons les auditeurs. C'est le nom du ferment qui se développe parce qu'on dirait effectivement c'est un petit duvet, comme la moustache de Vincent. C'est quoi son vrai nom, de cette moisissure qu'on surnomme le poil de chat C'est du mucor, c'est tout simplement du petit mucor. Sur tous les fromages, le poil gris, oui, tout simplement. On appelle ça poil de chat parce que c'est très très doux au toucher. Oui, comme un Sainte-Maure de Touraine, Pérégaux, c'est le même. Voilà, il y a une petite parfois, quand il est pas rabattu. On peut dire que c'est un petit champignon, mais qui fait partie de l'identité du fromage. Bien sûr, comme il y a une flore sur la croûte des saucissons, voilà, c'est très important. Il y a de la fleur partout. Il y a de la fleur. On est dans un pays de fleurs. Hubert, aujourd'hui, avant de se quitter, ça dure dans le 19e, on peut venir, l'entrée est ouverte à tous. Au 104, l'entrée est ouverte à tous, elle est gratuite. On peut déguster, mais au-delà de déguster, on peut acheter aussi éventuellement, mais aussi on peut découvrir plein de choses, puisqu'il y a plusieurs ateliers qui sont en place autour des démonstrations de fabrication, mais aussi autour de comment on fait un plateau de fromage. On va apprendre aussi, on apprend à découper du fromage, tout un tas d'ateliers assez sympathiques, et on va faire plein de choses super intéressantes. Il va y avoir de la musique aussi. Donc. Et si on vient, on met son écho pour sauver le lait cru. Combien de fromages d'appellation en France ? 51. 48, pardon. Et ça représente combien 46, du marché ? Je vais y arriver. 46. 46 fromages. Donc moins de 50 et ça représente plus 3 beurres combien ? et de crème. Plus 3 beurres et de crème. C'est pour ça, non, mais le chiffre était bon au départ. Ça fait 51. 51 AOC. Et bientôt peut-être 52 avec le motet sur feuille qui est AOC aujourd'hui. Qui le mérite. Et qui le mérite. Quelle jolie chèvre. Plus de 30 ans pour arriver à obtenir ça se mérite, une appellation d'origine contrôlée. Et redites-moi, ça représente combien du marché global du fromage en France, les appellations ? C'est environ 15%. Ah, un peu moins. Ah ouais. C'est raisonnable. Ouais. Le reste, c'est donc des fromages de marque ou des fromages artisanaux, mais qui n'ont pas d'appellation. C'est ça. Qui sont des fromages fermiers ou de fabrication locale. Et on adore la vache qui rit. Toi et moi. Ah, mais moi, et j'ai grandi au Suprême des Ducs, voilà. Ah oui, alors, ça tu te souviens, et au Caprice des Dieux. Non, moi, c'était le roucoulon et l'ortolan. Oh, quelle merveille. Voilà. Bien, merci beaucoup. Merci, Pérégaux, d'être venu. Merci, Pérégaux, parce que tu as pris le temps de venir encore défendre ce qui est ton cœur de métier, le fromage au lait cru. Jusqu'à mon dernier jour, ça sera mon dernier combat. Et merci, Hubert Dubien. Vous pouvez rester avec nous si vous voulez, parce qu'on va parler des fromages suisses avec Stéphane Méjanès, qui vient de publier un ouvrage, Les fromages de Suisse, et non pas les fromages suisses. Il y a une distinction, on va en parler dans 2 minutes. Les Halles Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Mes amis, une émission entièrement dédiée au fromage avec AUX et un S à la fin, parce qu'on va passer de l'autre côté du Jura ou des Alpes et se retrouver en Suisse avec Stéphane Méjanès qui vient de publier un ouvrage qui s'appelle Les fromages de Suisse. C'est très intéressant parce que en définitive, je sais que je
ça va pas leur plaire ce que je vais dire là. Si la Suisse n'est pas le pays du chocolat, il est bien un pays du fromage. Voilà, bien plus du fromage que du chocolat. Non mais bon, c'est une petite pique. Je n'ai pas encore écrit des livres sur le chocolat. Non, il faut le reconnaître ça. Aux Suisses, c'est un petit pays, mais qui a des marqueurs forts du point de vue de la gastronomie et de la table. D'ailleurs, Perico Légas est resté avec nous. Merci Perico, et Hubert Dubien aussi, avec parce plaisir. Que quand on parle fromage, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs, du moment qu'ils sont de qualité, ça les intéresse. Cet ouvrage qui traite en fait par les fromages le sujet, vous avez bien planché, puis vous avez voyagé en Suisse. Du coup, vous êtes passé en Suisse. Et puis effectivement, le sous-titre, c'est une épopée gourmande. Donc, tel Hannibal franchissant les Pyrénées. Ah oui, Hannibal, il a franchi les Pyrénées. Ah bon, d'accord. Pour franchir les Alpes, il était obligé. Hein. Sans ça, je ne sais pas comment il l'aurait fait. Alors, je suis passé en Suisse et l'idée, c'était vraiment de raconter par la géographie, par l'histoire, un peu la Suisse, mais beaucoup le fromage, avec tout ce côté fascinant du fromage qui est qu'avec 3 ingrédients globalement, on fait des diversités folles de fromage. Donc l'enjeu aussi, c'est de raconter chaque fromage avec ses spécificités. Il y a beaucoup de choses en commun quand on fait du fromage. Il y a à chaque fois des différences. Ça, je me suis amusé à écrire des textes un peu littéraires, un peu presque poétiques parfois. Il faut. Voilà, pour aussi ne pas rester dans la technique pure qui est intéressante, mais que je crois maintenant on connaît globalement. Donc c'était assez passionnant. Et en effet, il y a cette culture en Suisse de la gastronomie en général, sur certains produits et les fromages en particulier. Pour boucler sur les AOP, c'est aussi très intéressant, puisque longtemps, il n'y a pas eu d'AOC suisse ni d'AOP. De toute façon, l'AOP est arrivée en 2013 en Europe, mais il y avait une union du commerce des fromages en Suisse qui gérait tout ça, qui faisait plutôt bien son boulot. Oui, voilà, qui promeuvait, qui gérait les prix, les productions, qui était avec des cahiers des charges aussi, d'une certaine manière. Et puis, bon, le marché s'est mondialisé, tendu, et la concurrence est arrivée. Donc cette union a été dissoute en 1999. Et dans la foulée, les premiers fromages de Suisse ont reçu, en tout cas, ont recherché des AOC, des AOP. Le premier, ça a été l'Etiva. Qui est une émanation du gruyère, en fait, une sorte de gruyère du pays d'en haut, quoi, un gruyère plus, on pourrait dire. Je sais que ça ne plaît pas aux gens de gruyère, et moi je suis compagnon du gruyère. Un caractère un peu différent. Un peu différent. Stéphane, soyons clairs, les Suisses, ils sont précis, ils sont méticuleux sur leur production notamment, et pourtant, c'est quand même un pays qui s'est fait piller ses appellations avant d'être protégé. Parce que le gruyère, par exemple, c'est vraiment un fromage suisse. L'emmental, c'est vraiment un fromage suisse. Ils ont eu du mal à se protéger. Le gruyère s'en est à peu près bien sorti. Il y a le gruyère français, on sait qu'il y a des trous. Le gruyère suisse, on le rappelle, n'a pas de trous. Mais effectivement, l'emmental, qui s'appelle Emmentaler en Suisse, n'a jamais réussi à protéger son nom. Il y a une AOP Emmentaler en Suisse, mais le nom Emmental, c'est un jugement qui est tout récent. En 2023, la Cour européenne a jugé que le nom Emmental était tellement aujourd'hui dans le domaine public qu'on ne pouvait comme le camembert, Perico. Exactement. On peut faire de l'Emmental. C'est un peu aussi la faute des Suisses eux-mêmes. Beaucoup ont émigré un peu partout dans le monde et sont partis avec leur savoir-faire, leurs recettes de l'Emmental. Ils en ont fait partout dans le monde aujourd'hui. L'Emmental est peut-être l'un des fromages les plus répandus dans le monde, avec la mozzarella sans doute. Et c'est le gruyère à trous, l'Emmental. Pour le coup, il a des trous, en effet. Mais alors c'est intéressant parce qu'au fond, il faut inciter les Français peut-être à goûter un Emmentaler AOP et goûter l'Emmental breton, puisque c'est la principale production en France. La majorité des Emmentals sont faits du côté de l'Ouest en tout cas. Ça n'a rien à voir. Là, on a vraiment un fromage qui, sous couvert du même nom, n'a pas du tout les mêmes qualités organoleptiques. J'ai eu la chance de goûter des vieux Emmentaler. Il y a aussi une notion d'affinage, même si on a réduit un petit peu les premiers choix pour justement essayer de conserver cette place dans le marché, mais il y a toujours cette tradition d'affiner l'Emmentaler en Suisse, qui a vraiment du caractère. C'est un vrai fromage au lait cru, affiné dans les règles de l'art, et c'est extrêmement bon, et c'est très différent de effectivement tout ce qu'on peut manger, qu'on peut acheter en supermarché.
Hubert Dubien, quelle est la position des fromages d'appellation français face à leurs homologues suisses? Respect, je dirais, surveillance active, crainte. Quel est le sentiment général des producteurs? Crainte, sûrement pas. On a un même sujet, c'est celui de la protection, en fait. C'est de ça qu'on parle là. C'est celui de la protection. Et au Conseil national, et notamment en travaillant avec l'INAO, le sujet de la protection, il est de plus en plus fort. On voit de plus en plus d'usurpations. Et ça, c'est terrible pour nous, en fait. Parce que le consommateur, il comprend plus après. Il comprend plus, et nous, c'est pas dans notre intérêt de laisser faire des produits, des copies, des choses comme ça. Enfin, on est là typiquement sur le sujet de l'usurpation. On n'avait pas prévu de traiter ça. C'est le cas de la feta. Oui. Pour les Grecs. Que les Grecs ont récupéré face aux Danois. Oui. Stéphane Méjanès, soyons précis sur les fromages suisses. Il y a les fromages qu'on pense connaître, parce qu'on les consomme assez, enfin, je veux dire quotidiennement en France. Que ce serait le gruyère qu'on appelle le Fribourg, qu'on trouve quand même assez largement, que ce soit même la tête de moine qui a fait une petite percée chez les fromagers. Et moi, il y a un fromage que j'aime beaucoup, et en plus, je crois que vous avez visité le coin, c'est l'Appenzell, comme moi je l'appelais quand j'étais gamin, avec un savoir-faire tout à fait particulier, puisque c'est un fromage aromatisé en quelque sorte. D'une certaine manière, et c'est surtout, ce n'est pas une AOP, c'est une trademark, une marque déposée. Donc c'est un fromage de marque et pas d'appellation. Absolument. Avec un quatrième acteur au-delà des producteurs laitiers, des fromagers, des affineurs, il y a le canton d'Appenzell Rhôde Intérieur, qui possède qui est le la marque du bout de la Suisse. C'est vraiment le lac de Constance, canton fondateur de la Confédération helvétique, des 4 cantons de base. Et donc, effectivement, c'est une histoire très, très originale. C'est très beau, la région est très jolie. Il y a des traditions très ancrées, très anciennes, avec des défilés, avec des costumes. Absolument, dans le canton d'Appenzell. Et c'est un fromage qui a ce mystère, c'est un peu la chartreuse du fromage, avec cette saumure secrète de 42 herbes que seules 2 personnes connaissent, un peu comme les moines chartreux, un jeune et un plus ancien, qui ne voyagent jamais ensemble, et qui rentrent dans une pièce dont ils sont les seuls à avoir la clé, plus une 3e personne dans la distillerie qui héberge cette décoction, et ils vont eux-mêmes faire les préparations qui vont être envoyées ensuite, la saumure qui sera envoyée aux producteurs d'Appenzell. Parce que cette saumure, Hubert, on peut la comparer elle va donner une morge. Alors la morge, c'est cette espèce de milieu bactérien pâteux que l'on trouve, je sais pas moi, en surface des Beauforts par exemple, ou en surface des Abondances, enfin en tout cas beaucoup de pâtes cuites. Et cette morge d'Appenzell, elle est toujours extrêmement fruitée, extrêmement étonnante, et elle pénètre ce fromage. Ça fait partie des savoir-faire, très clairement. Et voilà, mais là, ils ont réussi, hors cadre AOP, à protéger tout ça, et c'est magnifique. Mais, oui, parce que la marque, elle est tenue par le canton, ou c'est public? Donc c'est une marque publique, en quelque sorte. Oui, par le canton, et les acteurs qui se rencontrent, qui échangent et qui décident de toutes les modifications éventuelles du cahier des charges, ce sont les producteurs laitiers, les fromagers, enfin comme chez nous, le comté et la plupart des appellations. Mais on y ajoute une puissance publique qui a tenu à préserver ce... Sans jeu de mots, c'est une AOC, c'est une appellation d'origine cantonale, sur un territoire. Elle a la même valeur, peut-être même, c'est peut-être de toutes les AOP, la plus fiable. Je respecte toutes les autres, je les aime d'amour. Mais celle-là, c'est la vraie de vraie, et personne ne s'amusera dans le canton d'Appenzell, Appenzeller, puisque effectivement, mais en France, tu dis Appenzell, quand tu as acheté Appenzeller, voilà. Alors, j'ai jamais fait cet aveu, parce qu'on souvent on me demande quel est ton musicien préféré, ou ton film préféré. On dit, quel est ton fromage préféré? Évidemment, j'ai une dévotion à nos 46 AOP françaises. Et bien, je vais avouer aujourd'hui, dans l'émission de Vincent Ferniaud, que si je ne devais emporter qu'un fromage sur une île jusqu'à la fin de mes jours, c'est l'Appenzell. C'est l'Appenzell? C'est un fromage prodigieux. Très expressif. Alors, un fromage à la gueule de l'endroit où il est né. Un fromage, c'est du paysage. Et le paysage d'Appenzell, quand on va dans cette vallée et qu'on voit, mais même les gens, la tribe des gens, on a dans c'est une civilisation, l'Appenzell, elle est tout seul. C'est un paysage, c'est un monument, voilà, à préserver. Et quand ça va très mal, on peut boire une coupe de champagne, un coup de rouge, un morceau d'Appenzell, et la vie est belle. Oui, c'est un beau fromage qui est très tenu. Mais pour aller plus loin, Perico, tu penses pas qu'on a là l'exemple d'une nationalisation en fait des appellations? On pourrait avoir ça chez nous. Parce que les Suisses, les Helvètes, la Confédération helvétique dans son système confédéral, c'est pas jacobin, ils sont profondément patriotes, ils aiment leur patrie, ils aiment leur histoire, ils sont très jaloux et très soucieux de préserver ce patrimoine glorieux. Donc, de ce côté-là, vive la Suisse, vive la Confédération
façon énergique. Et rendons hommage au mot gruyère, qui est devenu le terme général dans la profession, c'est le terme général générique des pâtes cuites. Le Beaufort et le Comté sont des gruyères. Voilà. Et la ville de Gruyère, quand elle allait, voilà. Et ma maman, quand elle était petite, elle disait pas vache qui rit, elle disait crème de gruyère. C'était les meules lainées, c'est-à-dire qui étaient abîmées, on les refondait et on faisait le petit fromage triangulaire qui était les lainures, la lainure, sur les fentes. Les fentes. Hubert Dubien, est-ce qu'il n'y a pas un exemple à suivre? En définitive, est-ce que on ne doit pas nationaliser nos belles appellations? Alors, je ne sais pas si on doit nationaliser. Ce qui est sûr, c'est que l'AOP est une nationalisation. Oui, parce qu'on a quand même l'État qui est derrière avec l'INAO. Et puis le pour CNIL, faire le lien peut-être aussi, non, pardon, le CNIL qui soutient oui, quand même. l'INAO. Alors, le CNIL, c'est la filière laitière française. Ouais. Mais il faut quand même pas oublier aussi que chaque fois qu'on a quelque chose à défendre, où on s'adresse à nos parlementaires, on a du soutien permanent, quoi. Oui, parce que les fromages, on joue pas avec ça. Hein. C'est pas une forme de nationalisation. Il y en a certains qu'il faut aider un peu plus que d'autres. Mais c'est vrai que c'est une constance nationale et en général nos élus, qui sont souvent les élus de territoire fromagers, sont assez vigilants et pas trop véganes. Ces produits-là, en fait, ce sont des institutions. Ces produits-là, ils font l'aménagement du territoire. Ces produits-là, ils font l'aménagement du territoire, ils maintiennent des emplois, ils maintiennent ce savoir-faire, et c'est ça aussi qui fait que nos parlementaires, nos élus, ils y tiennent. N'oublions pas la phrase de Churchill, un pays qui est doté de 365 fromages est invincible, et celle du général de Gaulle. Comment voulez-vous gouverner un pays avec 200? Pourquoi 258? J'ai jamais su. 258 fromages. Il a dû les compter un matin comme ça. Il les avait tous goûtés, je suis sûr. Il était à Colombey, il s'ennuyait un petit peu. Ça devait être dans la période creuse. Mes amis, restez avec nous. On parle des fromages de Suisse avec Stéphane Méjanès et son ouvrage Fromage de Suisse. Il porte bien son nom, celui-là. À tout de suite. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Je sais pas pour vous, mais moi ça me donne faim cette émission. Pas un regaton de fromage, pas une croûte dans le studio. Et je suis en train de crever de faim, en train de parler des fromages d'appellation qu'ils fussent français en première partie d'émission. Et maintenant on est passé du côté suisse. Mais croyez-moi, des deux côtés du Jura, on est heureux de la même façon. Hein. Même s'il y a des guéguerres de clochers, mais c'est bien naturel. Stéphane Méjanès est avec nous, auteur de Fromage de Suisse, qui porte bien son nom. Perico Légas n'a pas bougé, malgré l'heure du café. Non, il est resté quand on parle fromage, et il est là avec nous. Et Hubert Dubien, le président du CNAO, le Comité national des appellations d'origine laitière. C'est de ça dont on parle ce matin, les appellations d'origine laitière. D'ailleurs, Stéphane Méjanès, en Suisse, c'est important également. Ces fromages qui sont des marqueurs de la culture du pays, et ils défendent souvent mieux leur territoire que nous, hein, les Suisses. On peut dire qu'ils ont un petit pays, alors il vaut mieux se serrer les coudes. Mais vous êtes adjoint les services de François Robin, qui est meilleur ouvrier de France fromager, pour toute la partie un peu plus technique peut-être sur le fromage. Absolument, c'est un très très grand fromager, François, et notamment un maître dans les accords entre les fromages et tout ce qu'on peut imaginer avec des fromages. Donc François a rédigé une introduction, et puis pour chaque appellation... Il a trouvé des accords. Il a trouvé des accords, des conseils, et sa petite touche personnelle, et c'est très précieux. Et je voulais juste dire que c'est édité aux éditions Glénat, quand même. Oui, oui. Une édition Rhône-Alpine. Très belle maison. Donc très belle maison. Absolument. Oui, c'est vrai, de beaux ouvrages. Et puis on parlait de la défense, je voudrais quand même aussi dire que des gens qui m'ont beaucoup aidé, c'est Switzerland Cheese Marketing. Oui. Donc qui est vraiment, comme son nom l'indique, un organisme qui... Monsieur Escher, qui dirige ça. Absolument, qui écrit la préface et qui défend. Voilà, on parlait tout à l'heure de la défense de ces appellations du lait cru. On se travaille... et donc, ils m'ont accueilli en Suisse. Je vais vous dire ce que je pense, mais je le dis pas trop fort. Le seul problème, c'est qu'ils n'ont pas de vin jaune en Suisse. Enfin bon, c'est pas grave, ils ont qu'à passer la frontière et puis venir le chercher dans le Jura. Mais en tout cas, les alliances, elles vont au-delà des vins suisses quand même. Hein, on a le droit de prendre des fromages suisses avec des vins d'ailleurs. Il y a assez peu question du vin, mais il y a des très bons vins en Suisse, hein, franchement. Oui, il y a ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut. Pour le confirmer, il y a des très très grands vignerons et vigneronnes en Suisse. Mais on a aussi demandé à des chefs. Oui, il y a une belle pléiade de chefs qui vont faire des recettes. D'ailleurs, nous serons en ligne dans quelques secondes avec Louis-Philippe Vigilant. Peut-être. Il est déjà là. Louis-Philippe, chef, vous êtes là avec nous ?
Oui, bonjour Vincent, bonjour Stéphane, vous allez bien? Bonjour Louis-Philippe, le chef du restaurant La Côte d'Or au relais Bernard Loiseau à Saulieu, tout le monde connaît évidemment, un bourguignon qui vient mettre son nez dans les affaires rhône-alpines, mais c'est de bonne guerre. Vous avez participé à cet ouvrage en donnant une recette, justement à l'Emmentaler, 2 recettes, mais moi celle qui m'a frappé, c'est pour ça que je vous ai passé un coup de fil, Louis-Philippe, c'est celle des gougères, parce que je me suis dit voilà une recette qui est éminemment bourguignonne, et pourtant, on fait pas mieux qu'avec les fromages de montagne, les gougères. Oui, bien sûr, la gougère, c'est un grand classique de l'apéritif en Bourgogne. Et donc, du coup, avoir cette pâtisserie salée, on va dire, puisque c'est vraiment quelque chose de très gourmand. Pâte à avec choux, le fromage. Pâte à choux. Oui, c'est ça, pâte à choux. Et nous, ici, on l'a fait avec une pâte feuilletée en dessous pour apporter une deuxième texture, en fait. Ouais, pour pas se salir les doigts, quoi. C'est très bien, ça sert apporter plus de gourmandise, on va dire. D'ailleurs, j'en profite pour dire que vous êtes dans les grands préparatifs, là, parce que c'est les 50 ans du relais Bernard Loiseau là qu'on va fêter là bientôt. Oui, effectivement, on fête les 50 ans de l'arrivée de Bernard Loiseau à la Côte d'Or à Saulieu. Et sur les traces d'Alexandre Dumaine, oui. Exactement. Pour l'occasion, on a fait plein d'événements tout au long de l'année. Ouais. Et puis on va faire aussi un très beau déjeuner début décembre pour fêter tout ça. Écoutez, profitons-en rapidos, puisqu'il ne nous reste plus beaucoup de temps pour avoir la recette de votre gougère. Oui, Stéphane. Juste, je voudrais dire que je donnais rendez-vous à Louis-Philippe la semaine prochaine, parce que je serai chez lui vendredi de la semaine prochaine. Ah, très bien. Donc, vous passez vos rencarts en direct. Et puis, le saluer, parce qu'il a aussi écrit une recette au Sbrinz. Ah, j'adore. Qui est un fromage extraordinaire, qui est un peu le parmesan suisse. Oui, le pendant des granats Padano. Absolument. Et le chaud d'Abel aussi. Alors, comment est-ce que vous faites? Alors, bon, j'imagine que vous faites une pâte à choux qui est assez classique. C'est quoi le mélange chez vous? Au beurre, j'imagine. Exactement. On part sur une pâte à choux avec de l'eau, du lait et du beurre. Ouais. Après, on rajoute tout ce qui est sel, poivre, noix de muscade râpée. Et après, on va venir porter à ébullition tous les liquides. Ouais. On va rajouter la farine quand le liquide est bien chaud et bouillant. On met tout d'un coup? Voilà, c'est ça, pour faire éclater le gluten. Ouais. On verse en pluie, mais après on fait éclater le gluten pour que justement la farine, il y a ce choc thermique qui se crée en fait. Voilà. Je suis sûr qu'à la Côte d'Or, il s'éclate bien le gluten. Oui, tant mieux pour lui. Ça va créer un réseau glutinique qui va effectivement permettre à la gougère de gonfler, de faire une bulle. Un petit Exactement, ballon. Voilà. On va emprisonner l'eau dans les molécules de farine, on va dire. Et donc, du coup, on va dessécher un peu cette pâte à choux dans la casserole. Jusqu'à ce que ça se détache des bords, pour faire simple. Exactement. Globalement, oui. Je vois que vous maîtrisez les classiques. Oh putain, la pâte à choux. Excusez-moi. Faut plus qu'elle adhère. Voilà. Huile de coude, il faut pas hésiter à y aller. Pâte à choux. Exactement. Et donc après, on va débarrasser cette pâte à choux dans une calotte hors du feu. Ouais. Et on va venir ajouter les œufs entiers dedans. On va ajouter nos œufs pour justement les incorporer un à un. Il faut pas qu'ils soient cuits, il faut pas que ça fasse une omelette en fait. C'est pour ça qu'on va les mettre hors du feu. Oui. D'accord. Oui, il faut pas que ça cuise, pas que ça grumelle. Voilà, en quelque sorte. Exactement. Ok, très bien. Voilà. On va rajouter les œufs, le fromage râpé. Ouais. Voilà, les Emmentaler. Et puis après, cette pâte à choux, on va étaler notre pâte feuilletée. Ouais. On va faire des bandes qu'on va piquer pour essayer d'avoir un feuilletage qui reste assez plat quand il va cuire. Bien sûr. Et après, on va venir avec une poche à pâtisserie, coucher des boudins de pâte à choux. Oui, comme des éclairs sur le dessus de cette pâte feuilletée. Comme des petits éclairs. Voilà, ok, très bien. Exactement. Très bien. Et ça part à combien? Quelle température? On va d'abord passer de la dorure sur cette pâte à choux. Ouais. Et après, on va venir rajouter de l'Emmentaler râpé pour plus de gourmandise, en fait, plus de gourmand. Et boum au four. Voilà, et boum au four. Donc, on va les cuire, nous, à 170 degrés pendant 20-25 minutes. Ben voilà. Et vous savez quoi, Louis-Philippe, parce que comme j'ai plus le temps, on va mettre la recette sur le site de Sud Radio. Pour ceux qui nous écoutent, qui sachent enfin faire des gougères. Parce que c'est tout un art. Il faut que ça soit à la fois souple et croustillant, la gougère. Donc, c'est pas si facile. On les fait, on les apporte et on les compare. Merci beaucoup de nous avoir passé un petit coup de fil. Stéphane Miagenès, merci. Pour explorer les fromages de Suisse,
Suisse et la Suisse, hein, parce que c'est un voyage en Suisse que vous nous proposez. Bah, je propose simplement d'aller chez Glénat et de commander votre livre Les fromages de Suisse. Vous apprendrez beaucoup de choses. Perico, on le retrouve tous les jours du lundi au jeudi, de 12 à 14h sur cette même antenne. À l'heure du déjeuner. Ah ouais, il parle pas souvent de fromage, hein, le pauvre vieux, il crève la dalle pendant son émission. Et Hubert Dubien, encore jusqu'à ce soir. C'est quoi le nom de la rue? 104 Au 104. Au 104 dans le 19e, et j'ai oublié le nom de la rue. Je sais pas le nom de la rue, mais c'est le nom de l'établissement. L'établissement, c'est le 104, vous trouverez jusqu'à ce soir. Voilà, jusqu'à ce soir. Mes amis, tout se termine sur un beau panier de fromage AOP au lait cru SVP. Si vous êtes à Paris, allez rencontrer nos producteurs. Voilà. Tout de suite, les infos de 11h. Ensuite, comme tous les dimanches, ce sera le tour des Chevaliers du Fiel. Bon dimanche à tous à l'écoute de nos programmes. Et un plateau de fromage sur la table. Nom de là. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous a présenté Sud Radio, Ferniaud fait le marché.